Bonjour tout le monde, c'est Max et je suis très heureux de vous retrouver enfin pour le documentaire sur les traces d'Harry Potter. C'est un premier coup d'essai, j'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas j'y ai mis beaucoup de cœur, également beaucoup d'argent, mais ça on s'en fout. L'important c'est que le résultat y soit. J'espère vraiment pouvoir en faire d'autres par la suite sur d'autres domaines de la pop culture. Là, honnêtement, Harry Potter me semblait le plus accessible et c'est aussi un univers que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On commence sans plus attendre. Avant de parler de l'œuvre en soi, il me paraissait important de parler vite fait de sa créatrice, J.K. Rowling. Mais qui c'est J.K. Rowling? J.K. Rowling, c'est tout simplement déjà un nom de plume, puisque son vrai nom est Joanne Rowling, et elle a désormais 65 ans au moment où je vous parle, et elle a vécu pratiquement toute sa vie en Angleterre. Pratiquement parce que vous allez voir que c'est pas totalement le cas en fait. Et c'est à l'âge de 25 ans en 1995, lors d'un voyage de Manchester à Londres quelque peu retardé, qu'elle commence à imaginer l'histoire d'un jeune orphelin recevant un jour une lettre de la part de la plus grande école de sorcellerie du monde. Au passage, il apprend donc qu'il est sorcier, et ça, c'est le premier jet de ce qu'a pu imaginer J.K. Rowling. Cependant, elle est un peu embarrassée parce que forcément elle était dans le train, elle n'avait pas du tout prévu ça et elle n'a absolument rien pour écrire. Elle va donc se mettre à imaginer quelques personnages, notamment celui de Ron, inspiré au plus profond de l'un de ses amis, et également le personnage d'Hagrid. Au passage, elle imagine aussi une école qui serait en fait un château, et pour ça, l'idée lui vient assez naturellement puisqu'elle est assez proche de l'Écosse et donc elle imagine le collège un petit peu comme un grand château d'Écosse. Donc voilà, Poudlard a été créé assez rapidement en réalité. Bref, lorsqu'elle arrive à Londres, elle ne le sait pas encore, mais elle vient de créer le personnage le plus rentable de l'histoire de la littérature, ou tout du moins l'un d'entre eux. On peut dire que elle vient de faire le voyage le plus rentable de sa vie en fait. Malheureusement, alors qu'elle commence le processus d'écriture, sa mère décède en décembre 1990. J.K. Rowling fait alors son deuil en calquant son ressenti sur son personnage principal qui lui aussi a perdu ses parents. 5 ans plus tard, elle achève Harry Potter à l'école des sorciers et elle cherche un éditeur. Ce n'est qu'un an plus tard, et après avoir essuyé pas moins de 12 refus, qu'elle va enfin pouvoir avoir son éditeur en envoyant ses premiers chapitres à Bloomsbury. On est alors en août 96 et le seul problème pour l'éditeur, c'est que le nom de Joanne Rowling sonne un peu trop féminin pour un livre que l'éditeur pense majoritairement destiné aux garçons. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à prendre le nom de J.K. Rowling, puisqu'elle veut vendre ses livres et elle n'a pas d'autre choix que de changer son Nickey. En 97, Harry Potter commencera à connaître ses premiers succès puisque l'édition Gallimard en France va commencer à racheter les droits de traduction. Et surtout, un an plus tard, la célèbre maison d'édition aux États-Unis Scholastic rachète les droits pour une somme record pour ce qui est d'un livre du genre fantastique enfantin, à savoir 105 $. Bref, vous l'aurez compris, à ce moment-là, le phénomène Harry Potter est lancé. Et jusqu'en 2000, toutes les propositions d'adaptation cinématographique, elle va les rejeter. Enfin, toutes, oui, seulement voilà, elle commence à voir 2 films produits par la Warner, à savoir Jardin secret et La Petite Princesse. Elle revoit alors sa décision de ne pas voir ses livres adaptés, puisqu'elle laisse les droits à la Warner, et un an plus tard, on a donc le fameux Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma.
Et vous vous doutez bien, c'est à son tour un véritable succès au box-office. À l'heure actuelle, c'est le deuxième film le plus rentable de la saga au box-office. Ce premier opus a d'ailleurs bien failli être réalisé par Steven Spielberg, mais le seul truc qui a fait qu'aujourd'hui Harry Potter 1 n'est pas réalisé par Steven Spielberg, c'est juste qu'il n'était pas d'accord avec J.K. Rowling sur l'acteur principal. Et ouais, J.K. Rowling tenait absolument à avoir un casting presque 100% british pour son film. Elle voulait à tout prix que ce soit un film anglais, même si derrière il y avait une production américaine. Donc voilà, l'idée de prendre l'acteur que Steven Spielberg voulait, c'était pas fou. Elle en voulait pas trop en fait. Et du coup, Spielberg il s'est barré, il a réalisé IA Intelligence Artificielle. Par contre, on peut pas dire que ça a été aussi compliqué pour le trio une fois que le producteur avait été mis en place. Alors pourquoi j'appelle ça le trio? Parce qu'ils étaient en place pour les 3 premiers films et parce qu'ils sont composés de 3 en fait. On retrouve Stephen Kloves à la scénarisation, l'adaptation du scénario tout simplement parce qu'on ne peut pas retranscrire les livres comme ça. On retrouve John Williams pour ce qui est de la musique et bien sûr on retrouvera Chris Columbus sur les 3 premiers. Alors il n'est réalisateur que sur les 2 premiers, mais on va voir ça plus tard. Il a quand même un lien sur les 3 premiers Harry Potter. Quant aux acteurs, comme prévu, ce sont 3 Britanniques qui sont sélectionnés. Ils sont pas très connus. On retrouve donc Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry Potter, Emma Watson dans le rôle d'Hermione Granger, et notre fameux trio est complété par Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley. Au passage, je tiens à préciser qu'Emma Watson est française. Elle est née à Paris. Donc concrètement, si elle le veut, elle peut avoir la nationalité française. Bon allez, je pense que maintenant, il est temps qu'on se concentre un peu plus sur ce premier film. C'est parti. Mais alors, ce premier film Harry Potter, il parle de quoi? Eh bien, Harry Potter, c'est l'histoire d'un jeune orphelin qui a été élevé par son oncle et sa tante dans des conditions hostiles. À l'âge de 11 ans, un demi-géant nommé Rubeus Hagrid lui apprend alors qu'il possède des super pouvoirs, ou plutôt des sortes de pouvoirs magiques, et que ses parents ont été assassinés des années auparavant par le mage noir nommé Lord Voldemort. Voldemort avait également essayé de tuer Harry, mais le sort lui a rebondi dessus, le tuant pratiquement. En fréquentant pour la première fois le monde des sorciers, accompagné par Hagrid, Harry découvre qu'il y est très célèbre. Il entame sa première année d'études à l'école de sorcellerie de Poudlard, où il apprend à maîtriser la magie aux côtés de ses nouveaux amis, Ron Weasley et Hermione Granger. Merci Wikipédia pour ce résumé d'anthologie. Bon, là j'ai donné le résumé d'Harry Potter, que ce soit livre ou film, mais vous l'aurez compris, pour ce documentaire, on va un peu plus se concentrer quand même sur les films, puisque tout simplement les livres, il n'y a pas trop de choses à connaître dessus, si ce n'est ce que je vous ai dit en introduction, que c'est fait par la maison de Bloomsbury, qui sont écrits bien évidemment par J.K. Rowling. Le tournage de ce premier film a donc commencé en septembre 2000 et s'est achevé en mars 2001. La plupart des scènes ont été tournées en studio bien évidemment, comme par exemple Privet Drive ou la grande salle de Poudlard. En échange, il existe 2 endroits très connus et bel et bien réels qui ont servi pour le tournage. Allez, je vous emmène tout de suite avec moi dans le lieu où tout a commencé. Bon, on peut pas trop s'attarder ici, mais c'était important de vous montrer le lieu où Harry Potter use de la magie pour la première fois, le zoo de Londres. On est dans l'espace Serpent, donc réellement à l'endroit où la scène a été tournée. Bon, je vous avais parlé de 2 endroits, non? Ok, c'est bon, je vous emmène vraiment dans le lieu le plus mythique de la saga, c'est parti. Et oui, la voie 9 3/4 existe bien, enfin, c'est plus compliqué que ça. On est à la gare de King's Cross Station à Londres, et la gare a exceptionnellement renommé ses voies 4 et 5 en 9 et 10, afin de pouvoir faire la voie 9 3/4, et nous sommes ici dans la reproduction de ce fameux quai à quelques pas de la gare. Bon, c'est bien beau tout ça, mais vous préféreriez peut-être voir quelque chose de plus réaliste, non? Bon, c'est décidé, je vous emmène à Poudlard, mais je vous préviens, c'est la seule fois. Ah, là je reconnais mon train. Bon, faut qu'on monte sinon on va le louper. Et voilà, nous y sommes dans le Poudlard Express.
J'y crois pas, c'est magnifique. Bon, je vais profiter du trajet et nous on se retrouve à Poudlard. Bon, même si je suis pouce-souffle, on nous a autorisé exceptionnellement à venir dans le salon des Gryffondor. Mais vous l'aurez compris, depuis le début, ce que je vous montre, c'est des décors reconstitués. Honnêtement, c'est incroyable de proposer ça, mais c'est où et ça date de quand? Eh ben, ce que je vous montre depuis le début, c'est tout simplement des décors qui ont été faits au site Leavesden. C'est là-bas que je suis parti à Londres pour pouvoir tout simplement vous filmer ces quelques images. C'est là-bas qu'ont été tournées la plupart des scènes en studio pour les films Harry Potter, mais également pour les films des animaux fantastiques. Seulement, en 2010, Warner ne se contente plus de louer le studio d'enregistrement, mais décide carrément de l'acheter. À ce moment-là, ils ont un petit projet en tête, le studio Warner Tour. En gros, plus précisément, ça s'appelle The Making of Harry Potter Studio Tour London. Et ça consiste à quoi? Bah, tout simplement à mettre à disposition tout ce qui a servi pendant le tournage des films, que ce soit des décors, des costumes, plein d'autres trucs, des objets tout simplement, et de permettre aux fans d'y accéder pour un tour à durée limitée. En réalité, ça faisait déjà depuis le premier film que la Warner pensait déjà à faire ce genre de choses. Et pour ce faire, bah, ils avaient mis tout simplement les objets qui ont servi pour le 1, le 2, le 3, enfin bref, pour tous les films, ils avaient mis les objets de côté, ils les avaient gardés en ayant un jour l'espoir de pouvoir faire ce musée. Et c'est donc de 2010 à 2012 qu'il sera construit, et tout ça pour une inauguration le 31 mars 2012, mesdames et messieurs, en la présence de toutes les célébrités, enfin pas toutes, mais une grande partie qui ont participé tout simplement à Harry Potter. Alors comme dit plus tôt, ce tour il comporte des décors des films Harry Potter, il expose aussi les costumes et nous propose quelques activités en rapport avec la licence comme le vol de balai, enfin le vol de balai approximativement, et l'engouement a été immédiat auprès des fans, et ce malgré le prix qui s'élève quand même à hauteur de 90 € si vous réservez extrêmement en avance, parce que si vous vous y prenez au dernier moment, ça peut grimper jusqu'à des sommes 150, 180 €, ça peut facilement doubler. Bref, les studios sont donc un véritable succès, qui ne sont pas prêts de fermer leurs portes, mais maintenant que vous savez où est-ce que j'ai pris toutes ces images, ce serait bien de retourner voir quelques décors, non? Ah, cette voiture, elle est mythique, hein? Bah, vous n'êtes pas les seuls à le penser, puisque l'un des modèles de cette voiture utilisée pendant le tournage a été volé. Voilà. C'était donc entre novembre 2001 et juillet 2002, puisqu'il s'agit de la date du début et de fin de tournage de ce second opus. En parlant de cette voiture, elle a une grande importance dans ce second film, puisqu'elle permet à Harry de s'enfuir après avoir été enfermé chez son oncle et sa tante, où il a été contraint de rester à la fin du premier film.
Ce n'est pas tout, c'est également grâce à cette voiture que Ron et Harry vont pouvoir se rendre à Poudlard. Et lors de cette scène, la voiture survole l'hôtel Saint-Pancréas. Et oui, faut croire que ce lieu était particulièrement apprécié des réalisateurs puisque d'autres scènes de différents films y ont été tournées, comme les 102 Dalmatiens, Batman ou même Harry Potter du coup. Mais bon, je pense qu'il est temps d'aller faire quelques courses, vous croyez pas? Ah, nous y voilà. Le chemin de traverse. C'est ici qu'Harry Potter et Hagrid vont faire les courses pour Poudlard dans le premier opus, mais c'est aussi ici qu'Harry rencontre Gilderoy dans le deuxième. Bon, je vous laisse profiter quelques instants. Ici, vous pouvez voir la porte de la pièce au centre de l'intrigue de ce second volet, à savoir la chambre des secrets. Et je dois dire que c'est quand même vachement impressionnant de se dire que toutes les portes de tous les films de la saga Harry Potter ont été faits manuellement. J'ai pu tous les voir, il faut dire que ça doit demander quand même vachement d'argent et surtout vachement de temps. Bon, il n'y avait pas des masses à dire sur ce second volet, donc on va tout de suite se pencher sur le troisième, bien plus chargé. Pour ce troisième opus, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Déjà excite Christophe Columbus qui pour des raisons familiales ne peut pas reprendre le flambeau, mais il reste cependant à la production. On va donc se pencher sur Alfonso Cuarón, qui aujourd'hui est connu pour avoir réalisé Gravity ou Roma, mais à l'époque était un peu moins connu. Alors comment ça se fait qu'il soit arrivé jusqu'au plateau d'Harry Potter? Eh bien à la base, c'est Guillermo del Toro qui devait se charger de faire ce film. Et Guillermo del Toro, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand même les Hellboy de l'époque, pas cette horreur. C'est également aujourd'hui La Forme de l'eau, Le Labyrinthe de Pan. Enfin bref, c'est un réalisateur exceptionnel et j'aurais été si heureux de le voir réaliser Harry Potter 3, même si à l'époque je n'étais pas du tout dans le cinéma. Toujours est-il que c'est ce monsieur lui-même qui a dit « Écoutez, moi je peux pas venir, par contre, prenez Alfonso Cuarón ». Pour ce qui est du casting, on a également quelques nouveaux comme David Thewlis qui joue le professeur Lupin ou alors bien sûr Gary Oldman dans le rôle de Sirius Black. Faut savoir que ce film a mis un peu plus de temps à arriver dans nos salles, puisqu'il n'a pas fallu 1 mais 2 ans pour qu'il vienne. Tout ça est dû en partie à la recherche d'un nouvel acteur, puisque comme vous le savez, le premier Dumbledore dans Harry Potter 1 et Harry Potter 2 est décédé quelques jours avant la première d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc et il a fallu trouver un deuxième acteur pour cet opus. C'est donc pas Richard Harris qui va jouer son rôle, mais Michael Gambon qui va le remplacer. Une nouvelle qui attriste beaucoup les fans, mais c'est finalement cet acteur-là qui jouera le plus Dumbledore. Enfin, le tournage commence en février 2003 et se termine en octobre de la même année. Quoi? Vous voulez voir des lieux de tournage? Vous voulez voir des décors? Et ben voilà. Ça, c'est le Magicobus. Vous savez, c'est avec donc ce bus qu'Harry rejoint tout le monde dans une baraque hyper creepy. En parlant de ça, je crois qu'il est temps de vous montrer quelque chose de plutôt particulier. Ouais, on a eu accès à quelques objets clés de ce troisième opus. Ça, c'est la forêt interdite. Cette forêt a une énorme importance dans le premier film, certes, mais aussi dans tous les autres, et vu que je ne savais pas trop quand vous la montrer, bah je vous la montre en fait. Bon, maintenant je vous propose qu'on passe au quatrième opus, et ça tombe bien parce qu'au moment où je suis allé au studio, j'étais plutôt dans la bonne période. Après la sortie du troisième opus, Cuarón annonce qu'il ne réitérera pas l'expérience pour le quatrième volet. Il faut donc encore une fois trouver un nouveau réalisateur. Ça commence à faire beaucoup. Bon, pour faire rapidement,
c'est Mike Newell qui va prendre la relève. A noter que malgré l'assistance toute particulière de J.K. Rowling pour n'avoir qu'un casting quasiment 100% britannique, c'est seulement le premier réalisateur britannique qui se charge de réaliser un film Harry Potter, puisque les deux premiers étaient faits par un Américain, Chris Columbus, et le troisième a été fait par Alfonso Cuarón, qui est donc mexicain. Pour ce qui est du casting, J.K. Rowling a tenu à ce que les acteurs qui interprètent donc les sorciers dans le tournoi des trois sorciers, et qui viennent donc de différents pays, soient vraiment joués par des acteurs de la nationalité des personnages qu'ils incarnent. On retrouvera donc l'actrice française Clémence Poésy dans le rôle de Fleur de la Cour et Stanisław Janewski dans le rôle de Victor Krum. Ils viennent respectivement de la maison Beaubaton pour ce qui est de la France et de Durmstrang, je crois, pour ce qui est de la Bulgarie. Pour ce qui est du tournage, il a eu lieu de mars 2004 à mars 2005, soit un an tout pile en réalité. Ce film est particulier pour moi parce qu'il s'agit de mon préféré. Et ça, c'était une info comme ça, tout le monde s'en branle. Alors, on s'en branle, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que oui, vous vous en foutez probablement, mais il y a une raison toute particulière. J'ai pas aimé ce film juste parce que, voilà, j'ai décrété que c'était mon film préféré. C'est par rapport à tous les moyens qu'il y a derrière. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ah, c'est magnifique, hein. Bien, il s'agit d'une reconstitution du plateau de tournage pour les scènes lors du bal de Noël. Et ouais, vous savez, ce fameux bal présent dans ce film. Et je suis pas le seul à trouver les décors magnifiques, puisque ce film a été nommé dans la catégorie des meilleurs décors aux Oscars à l'année de sa sortie. On peut aussi noter l'attention particulière sur les costumes, fait en partie par Janie Termin, nommée Satellite Awards dans la catégorie meilleurs costumes. C'est aussi un film où la musique a une importance capitale, encore plus que dans les autres. On peut donc noter que John Williams, jusqu'alors chargé de la musique, n'est plus de la partie car son contrat était limité à 3 ans. C'est donc Patrick Doyle qui prend la relève et il le fait très bien puisqu'il a réussi à retranscrire cet esprit très Noël qu'on voit à l'image. Mais le principal élément de ce film, celui qui fait que c'est mon film préféré de la saga, c'est bien évidemment l'arrivée du fameux Seigneur des Ténèbres dans la licence. Et quand je dis l'arrivée, c'est la véritable arrivée comme personnage principal. Et qui dit première fois pour Voldemort sous cette forme, dit aussi première fois pour le comédien qui l'incarne. Ce comédien, il s'agit de Ralph Fiennes. Ce personnage de Voldemort aurait d'ailleurs pu ne pas du tout avoir la même saveur, puisqu'à la base, le comédien Ralph Fiennes n'était pas spécialement chaud, hein. Il connaissait pas les livres et était persuadé qu'il s'agissait d'un truc pour enfants. Mais force est de constater qu'après le fait que sa famille l'ait littéralement saoulé pour qu'il puisse jouer là-dedans, il a accepté. Et ben du coup, merci à la famille Fiennes, sans qui on n'aurait pas eu notre cher petit Voldemort. Bon, je pense qu'il est temps de rentrer dans les films plus sombres, puisqu'à partir de ce 5e opus, la saga prend une toute autre tournure. Si le 3 et les 4 faisaient office de transition, on peut dire qu'à partir du 5, Harry Potter est quelque peu différent. Pour ce 5e opus, c'est encore un nouveau réalisateur, oui, encore, mais cette fois c'est le dernier. Et oui, Mike Newell ne veut pas reprendre son rôle, on sait pas trop pourquoi, mais il veut pas. Enfin bref, du coup c'est David Yates qui s'occupe de la réalisation à partir du 5e et il restera en place jusqu'au dernier. C'est même lui qui réalise Les Animaux Fantastiques, en fait. Le scénariste a également changé, il ne s'agit plus de Daniel Clowes qui s'est occupé des 3 premiers. Il a décidé de marquer une pause dans la série et c'est donc Michael Goldenberg qui va prendre la relève. Quant au casting, on y retrouve des petits nouveaux, notamment Helena Bonham Carter dans le rôle de l'effroyable Bellatrix Lestrange, et pourtant elle n'était pas censée être là. Et non, on était plus parti à la base sur Helen McCrory qui jouera plus tard la mère de Malfoy, seulement à l'époque elle ne pouvait pas rentrer dans la saga pour des raisons personnelles. Et décidément, c'est le film des effroyables, puisqu'on retrouve aussi Imelda Staunton, qui a pour rôle Dolores Ombrage, le personnage qu'on adore tous, bien évidemment, c'est faux. A noter que Daniel Radcliffe, qui pour rappel joue Harry Potter,
s'est entretenu avec une psychologue pour ce 5e film. Alors non pas qu'il commençait à avoir des problèmes ou quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il voulait se renseigner sur le syndrome du survivant, qui consiste à se sentir coupable lorsqu'on se sent moins légitime que quelqu'un de notre entourage à avoir survécu à un drame particulier. Donc ici, vous le savez, à la fin du 4, l'un des meilleurs amis de Harry se fait tuer, et donc dans ce 5e opus, Harry éprouve le syndrome du survivant, enfin plutôt est contaminé en quelque sorte par le syndrome du survivant, et il a décidé d'aller chez un psychologue, en l'occurrence une psychologue, pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait et pouvoir mieux jouer son rôle. Pour ce qui est du tournage, il a eu lieu entre février et octobre 2006 pour une sortie en juillet 2007 en France. Ce film est particulièrement important puisqu'il lance le dénouement final qu'on verra dans les 3 prochains films. Disons qu'il sert un petit peu d'introduction à la fin. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité. C'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter cette boutique, ou plus précisément les propriétaires de cette boutique, à savoir Mirafora Mina et Eduardo Lima. Alors pourquoi c'est intéressant ? Bien parce que ce sont eux qui s'occupent en grande partie du design des objets et des papiers peints dans la saga, que ce soit Harry Potter ou les Animaux Fantastiques. Je trouve que c'est le bon moment de vous en parler parce qu'ils ont notamment fait la tapisserie de la famille Black qu'on va retrouver pour la première fois dans ce premier opus. Bon, du coup, c'est parti. Je vous emmène à l'intérieur, l'histoire de vous montrer quelques créations. Quant à ça, il s'agit de l'un des lieux les plus importants de ce 5e opus, puisque c'est ici que la confrontation finale a lieu. C'est aussi un lieu qu'on va retrouver en grande partie dans Harry Potter 7 partie 1. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est quelque chose de très important. Il s'agit bien évidemment du ministère de la magie. Et en parlant de confrontation finale, on est dans l'un des films qui a réclamé le plus d'effets spéciaux de la saga. Et ouais, parce que qu'il soit numérique ou mécanique, ce film en a demandé une tonne, et on peut le voir de toute façon quand on le voit dans les idées de mise en scène, il y a beaucoup plus de choses. Je vous mets ici quelques plans qui ont demandé juste une tonne de travail, là, bref, il y en a plein. Et du coup, tout ça, ça s'explique par plusieurs choses. Premièrement, on avance technologiquement, donc forcément, il y a la possibilité de faire plus de choses en studio, plus de choses avec des ordinateurs, et ça coûte moins cher. Puis, pour rappel, les gens ne sont pas encore capables de contrôler la météo, hein. Donc forcément, il faut bien s'adapter au temps qu'il fait, et malheureusement, il faisait pas toujours beau, surtout à Londres, donc il a fallu tourner en studio. Bref, tout cela explique pourquoi il y aura un peu moins de lieux de tournage réels, entre guillemets, dans les prochains films, excepté pour le 6. Mais bon, ça, tout simplement, je viens de vous dire pourquoi. Alors pour ce film, c'est un peu particulier. Et ouais, ce film ne paraîtra que 2 ans après la sortie de l'Ordre du Phénix, mais le tournage pourtant a bien eu lieu à temps. Et ouais, il a eu lieu de septembre 2007 à mai 2008, donc normalement, si on compte, ça devrait faire grand max une sortie pour novembre, décembre, janvier 2008. C'est ce qui était prévu, il était censé paraître en novembre 2008, seulement voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a été repoussé à juillet 2009. Alors, on peut se douter que c'est parce qu'il n'était pas totalement fini, que c'est parce qu'il y avait quelques problèmes, peut-être des reshoots à faire, mais en fait, ils n'ont pas été très clairs sur le sujet, on ne sait pas vraiment. Et pourtant, pour ce 6e opus, on a probablement l'un des meilleurs duos réalisateurs-photographie qu'on ait pu avoir depuis le début de la licence, peut-être avec Alfonso Cuarón, mais là, on a David Yates, qui, pour une fois, reprend son rôle de réalisateur. Je vous l'ai dit, il va rester jusqu'au bout cette fois.
Mais c'est pas tout, puisqu'on a aussi un petit Français, un directeur de la photographie qui s'appelle Bruno Delbonnel, et il a réalisé quelques pépites en France que vous connaîtrez peut-être, à savoir Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles et quelques autres œuvres. Mais bref, c'est un grand dans le milieu. Pour ce qui est des acteurs, enfin plutôt de l'acteur en l'occurrence, on a un nouveau venu en la personne de Jim Broadbent qui interprète le professeur Horace. Enfin bref, de quoi faire un film exceptionnel, surtout que Steven Kloves a décidé d'interrompre sa pause et est revenu dans son rôle de scénariste. Et effectivement, on peut objectivement dire qu'il s'agit de l'un des meilleurs films Harry Potter d'un point de vue cinématographique. Il a d'ailleurs été nommé dans la catégorie de la meilleure photographie. Un seul petit bémol, c'est qu'il est sorti la même année qu'Inglorious Bastard, Le Ruban Blanc et le vainqueur, Avatar. Et ouais, ça pique un peu. Ouais. Il a également été nommé dans un nombre incalculable de catégories dans la cérémonie des Scream Awards qui vise à récompenser le meilleur film fantastique, science-fiction, horreur. Autant vous dire qu'il a décroché pas mal de trucs là-bas. Et l'une des raisons pour laquelle il a été nommé, ou plutôt l'une des catégories dans laquelle il a été nommé, c'est la meilleure scène. Alors, comme ça peut ne pas vouloir dire grand-chose, mais si je vous dis la scène, vous allez très vite comprendre. Il s'agit de la scène d'introduction où les Mangemorts attaquent Londres et notamment le Millennium Bridge. Et là voici le Millennium Bridge, qui est donc ce fameux lieu attaqué par les Mangemorts. On n'a pas pu se rendre aux autres lieux de prise de vue réels présents dans le film car ils ne sont pas à Londres. Mais juste comme ça, on a Surbiton Station, la Coque, la cathédrale de Gloucester, les falaises de Moher et Farnham. Ce qui en fait pas mal quand même. Pour ce qui est des décors en studio, la majorité du film se déroulant à Poudlard, on a une grande partie des décors des films précédents qui sont réutilisés. Ce film, tout comme le cinquième, a une place particulièrement importante puisqu'il permet d'introduire les deux chapitres finaux qui sont finalement en réalité un seul chapitre. C'est aussi le décès officiel de l'un des personnages les plus importants qu'on croyait jusqu'alors immortel. Et à partir de là, tout va changer et tout va être chamboulé. Enfin bref, il prépare donc aux événements des deux prochains opus, qui, comme je viens de annoncer la couleur, sont un peu particuliers. C'est parti. Alors ce sont des cas particuliers, oui, mais pourquoi ? Eh ben, malgré le fait qu'ils aient été tournés en même temps, et quand je dis en même temps, c'est véritablement en même temps, enfin à la suite de l'autre, en même temps, on ne sait pas trop, mais toujours est-il que au moment où le 1 est sorti, ils avaient déjà tourné les deux, hein, ils les ont tournés en même temps. Bon, en gros, pour expliquer tout ça, David Yates, le réalisateur des Harry Potter, donc depuis le 5e opus, avait à la base l'idée de faire un seul et unique film comme conclusion finale qui serait donc Harry Potter et les reliques de la mort, tout court. Pas de partie 1, pas de partie 2, tout court. Seulement voilà, avec un total de 4h30 si on joignait les deux films, bah ça faisait trop long, aucun cinéma n'en aurait voulu et de toute manière même les fans auraient trouvé ça un peu étrange. Donc il a décidé de splitter le film en deux, tout ça pour nous donner finalement un film de 2h20 et un autre de 2h20 également, à peu près. Et donc oui, c'est à l'issue de cette décision qu'on a eu le fameux cliffhanger de fin pour la partie 1. Oui, on s'en rappelle. On s'en rappelle, il faisait mal, il piquait. J'étais allé le voir au cinéma, bordel. Bon, maintenant que j'ai un peu mis en place le contexte, on va vite fait parler des dates. Le tournage a donc eu lieu de février 2009 à juin 2010, avec, on le suppose, une petite pause, parce qu'un tournage d'1 an et demi, ça fait un peu beaucoup. Et pour ce qui est des films, ils sont respectivement apparus en novembre 2010 pour ce qui est de la première partie, et l'autre est sorti quelques mois plus tard, en juillet 2011. Il faut donc noter que c'est les deux seuls films de la saga qui sont sortis avec un espace si court entre les deux, mais comme je vous l'ai dit au début, c'est justifié en partie par le fait que la partie 2 était déjà tournée au moment où la partie 1 est sortie, donc il n'y avait plus que le post-tournage à faire. Et ça prend environ 6 mois, donc ça explique la sortie juillet 2011. Pour ce qui est du box-office, il y a une symbolique toute particulière et c'est pour ça que je vous en parle. J'en ai jamais vraiment parlé jusqu'à présent,
Mais là, on est quand même sur quelque chose d'assez exceptionnel. Les 2 films ayant rapporté le plus de la saga sont le premier volet et le dernier volet. On commence donc la saga avec énormément d'argent et on l'achève avec encore plus d'argent. Et c'est pas ça qui compte, c'est le fait de se dire que c'est la saga avec probablement la plus grande longévité qui puisse exister. Bon, ça c'était pour tout ce qui touche à l'aspect un peu promotion, entre guillemets, du film, enfin des films. Mais maintenant on va se concentrer un peu plus sur les lieux clés. Où est-ce que ces 2 derniers opus ont été tournés? Alors on a bien sûr la plupart des scènes qui, comme vous le savez, ont été tournées au studio Leavesden. Puisque, voilà, la majorité du film se situant à Poudlard et étant une bataille, ça réclamait beaucoup d'effets spéciaux et beaucoup d'effets studio. Et quand je dis le dernier film, ça comprend aussi les parties 1, qui même si elles se situent plus en extérieur, bah pour la plupart du temps c'est aussi tourné en studio. Mais bon, c'est quand même important de noter qu'il y a eu quelques prises réelles, notamment dans un lieu qui fait son grand retour pour la scène finale de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, il s'agit bien évidemment de King's Cross Station. Et ouais, la 1 3/4, et ça a de quoi aussi apporter une certaine nostalgie. On a également Piccadilly Circus qui se situe à Londres, que vous pouvez totalement visiter parce qu'au-delà du fait qu'elle est servie pour le tournage, bah, c'est genre un petit peu le mini Times Square de Londres. Et on retrouve aussi des petits villages à proximité de Londres comme Ivor Heath, Burnham Beeches. Ils ont également fait quelques prises au Pays de Galles, probablement pour les scènes un petit peu montagneuses ou avec des lacs. Ouais, dont l'une d'entre elles. Vous savez de quoi je parle, vous savez la mort d'un personnage particulièrement, ok? Mais bon, comme je le disais, ces films ont principalement été tournés en intérieur. Enfin, surtout la deuxième partie du coup, qui est la plus grande bataille de la saga, tout simplement, et qui a donc réclamé une tonne d'effets spéciaux et qui n'a pas été tournée ne serait-ce qu'une seule seconde en extérieur. Et dans cette bataille, on retrouve quelques endroits mythiques de Poudlard, comme par exemple ce pont. Et ouais, c'est ce pont qui a une importance énorme lors du dernier opus. On a aussi la banque de Gringotts, qui n'est pas dans Poudlard, mais qui est une tournure importante de ces 2 derniers opus. On se souviendra notamment des scènes avec le dragon qui sont bluffantes. Mais ces films, ce ne sont pas que des décors, ce sont aussi des costumes, et Dieu sait à quel point ces 2 derniers opus auront nécessité beaucoup plus de costumes que les précédents. Ces 2 derniers opus, c'est aussi les musiques composées par Alexandre Desplat, un musicien français qui a tenu particulièrement à garder cette touche de nostalgie qu'on retrouve dans les musiques de John Williams, dans les premiers opus. Enfin bref, ces 2 derniers opus, c'est un tout, ce sont 2 films chargés d'émotions, que ce soit pour les spectateurs qui doivent dire adieu à la licence qu'ils suivent depuis plus maintenant de 10 ans, mais c'est aussi nostalgique pour les acteurs qui ont tout simplement grandi sur les plateaux de tournage et qui n'ont jamais réellement connu autre projet que les Harry Potter de 2001 à 2011. C'est toute cette mélancolie qui fait que les comédiens et l'équipe technique en général n'ont jamais été aussi impliqués que pour ces 2 derniers films, et ça se sent parce que quand on le voit, on est extrêmement nostalgique et on lit ça comme une lettre d'adieu. On peut comparer ça à Avengers Endgame paru récemment, c'était la même chose. C'était pareil, on disait adieu à des années de films derrière nous. Les comédiens savent donc que ça y est, c'est les derniers films, on ne les reverra plus. Ce film, c'est donc une lettre d'adieu aux acteurs qu'on a vu grandir en même temps que nous et à l'univers qui continuera de nous époustoufler plus tard sur grand écran, mais malheureusement plus avec ce fameux personnage d'Harry Potter, tout droit sorti de l'imaginaire de l'un des plus grands génies de ces générations. Il s'agit bien évidemment de J.K. Rowling. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Sur les traces d'Harry Potter. En espérant que tout ça vous aura appris certaines choses sur la saga et que ça vous aura donné envie de revoir l'intégralité des films remplis de magie, tout en sachant cette fois d'où est-ce que provient cette magie. Bon, sur ce, c'était Max. Je vous dis ciao tout le monde.